beaucoup de nous rejoindre pour cette plénière de la ville de Marseille. J'accueille sans plus attendre nos panélistes à monter sur scène. Et donc la première d'entre elles, Flore Guyon, qui est chef de projet industrie culturelle et créative à la ville de Marseille. Vous pouvez l'applaudir. On appelle également Adli Thomas, qui est président et CEO de Gemini Africa, qui nous arrive tout droit d'Égypte. On appelle également Monsieur Alban Corbier-Labasse, qui est directeur de la Friche de la Belle de Mai. Voilà, Alban qui arrive sur scène. Ali également, vous pouvez les applaudir. On accueille également Virginie Codet, qui est Special Operations and Events Director pour le groupe Trace. Vous pouvez applaudir Virginie. Et notre dernier panéliste du jour, Samy Chlagou. Samy qui est fondateur et directeur général de Cross the Ages. Merci à tous de nous avoir rejoints. On passe donc à un sujet très actuel pour la ville de Marseille, les industries culturelles et créatives. L'année 2023 a été une année chargée pour la ville de Marseille, qui a remporté des beaux succès en la matière dans le cadre de France 2030, mais pas seulement, avec un titre de pôle territorial des ICC qu'elle a remporté avec ses partenaires. Et ce sont des succès qui se traduisent également en chiffres, puisque voilà, sur le territoire ont été recensés pas moins de 2200 entreprises, et ça représente plus de 4400 emplois uniquement pour la cité phocéenne. Donc voilà, des chiffres très concrets. On a aujourd'hui avec nous des acteurs qui sont de la cité phocéenne, qui sont des leaders identifiés sur l'axe Europe-Afrique-Méditerranée des industries culturelles et créatives. Et avec eux, on va se demander quel est finalement le potentiel de la ville de Marseille sur ces ICC. Et puis, comment on fait finalement pour renforcer ces liens, culturels entre Marseille, la Méditerranée, et pour faire de Marseille cette capitale euro-méditerranéenne des ICC. Donc on va commencer avec une première partie sur les ICC à Marseille. Voilà, quel est leur potentiel, quels sont surtout les enjeux de développement. On commence avec vous, Flore. Quelles sont les dynamiques finalement à l'œuvre au sein de l'écosystème marseillais des ICC? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. L'écosystème marseillais des industries culturelles et créatives est en effervescence. C'est un véritable bouillonnement. Premièrement, ce sont des projets structurants qui maillent le territoire, qui sont en émergence ou en déploiement, et qui dessinent une nouvelle géographie de l'économie culturelle et créative à l'échelle de Marseille, notamment parce qu'ils émergent dans les quartiers nord. On va retrouver au cœur de l'épicentre des industries culturelles et créatives à la Belle de Mai des projets comme la modernisation du pôle média ou la friche de la Belle de Mai. En centre-ville, vous allez trouver des projets tels que la Citadelle, la Fabulerie ou encore rue Fongat, Cross the Ages qui s'étend et se déploie. Et dans des quartiers en pleine transformation, des projets comme le campus de la plateforme, la future cité du cinéma portée par la région. Voilà, l'ensemble de ces projets constitue un écosystème en rhizome qu'il va falloir coordonner, animer pour créer des fertilisations croisées et puis surtout faire filière. Ce faire filière, il est vraiment important à l'échelle de la ville parce qu'on a ce foisonnement, mais il faut structurer et fédérer l'écosystème existant. Julie le rappelait tout à l'heure aussi, quelles sont les dynamiques à l'œuvre à Marseille? C'est tout un écosystème entrepreneurial et créatif innovant qui se développe, avec plus de 2200 entreprises, et des segments en particulier qui croient très rapidement, l'animation, le jeu vidéo et bien entendu le cinéma. Comme vous le savez, la ville de Marseille est la deuxième ville de tournage après Paris. Enfin, là aussi Julie le disait tout à l'heure, l'année 2023 a été marquée par de très beaux succès à différents appels à manifestation d'intérêt ou appels à projets, notamment dans le cadre de France 2030. Juste à titre d'illustration, pour la filière audiovisuelle, on a 4 projets qui ont été lauréats de la Grande Fabrique de l'Image, 3 concernant la formation, 1 concernant le studio, qui vont avoir un très fort effet de levier sur la filière. Et puis, c'est pour la ville et ses 9 membres fondateurs partenaires
une véritable reconnaissance, c'est la victoire à l'appel à manifestation d'intérêt, pôle territorial des industries culturelles et créatives, qui va nous aider tout au long de l'année en cours, avant l'appel à projet qui sortira au printemps 2024, à structurer et fédérer cet écosystème. Merci beaucoup, Flore. Je me tourne vers Adli à présent. Dear Adli, you are one of the leaders Vous êtes un des leaders dans l'écosystème méditerranéen, dans l'industrie du cinéma. Vous avez un projet de cinémathèque. Parlons des relations entre l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe qui vous sont si chères. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que Marseille est assez intéressante pour une personne comme vous? Merci Julie, merci de m'avoir invitée, c'est un plaisir. C'est la deuxième fois que je participe à Emerging Valley. Et je suis vraiment content de pouvoir vous dire tout ce qui s'est passé depuis, de vous en dire plus sur ma vision de la collaboration entre le Moyen-Orient, l'Égypte et l'Europe via mon organisation. Nous faisons partie de l'un des plus grands groupes du Moyen-Orient et du monde. Nous sommes actifs sur la scène de l'entrepreneuriat et en 2020, nous avons effectué une recherche exhaustive sur la relation entre l'écosystème des entrepreneurs et mon secteur, le secteur de l'audiovisuel. On s'est rendu compte qu'il y avait on avait différentes langues, on n'avait jamais travaillé ensemble. Et donc, nous avons décidé de lancer un projet qui s'appelle Cinémathèque. Cinémathèque comme FinTech, ProTech. Eh bien, désormais, il y a Cinémathèque qui est au carrefour entre l'écosystème des entrepreneurs, les startups, l'industrie du cinéma. Mais nous ne nous occupons pas seulement du cinéma. Désormais, nous nous occupons de la création dans son ensemble et nous sommes très fiers de vous dire que nous avons reçu les droits qui nous permettront d'être la première entité qui va produire un projet très intéressant. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une opportunité de collaboration avec l'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup de bonnes idées, des idées qui sont très jeunes. C'est un secteur sur lequel nous ne sommes pas assez focalisés. Nous nous sommes tournés vers l'entrepreneuriat, non pas seulement en tant que cinémathèque, nous nous sommes tournés vers de nouveaux partenaires, vers de nouvelles parties prenantes. Je ne veux oublier personne, mais nous avons travaillé avec l'Institut français en Égypte, l'ambassade du Canada, USAID, l'UNDP, les gouvernements des entreprises de Monte-Carlo, de Suède, des banques, d'autres gouvernements, le gouvernement égyptien bien entendu, et ainsi de suite. Et ce type de projet tel que la cinémathèque, c'est un secteur d'espoir, de collaboration entre l'Est et l'Ouest, avec les portes grandes ouvertes, invitant à la collaboration entre les deux rives de la Méditerranée. À chaque fois que je parle des deux rives de la Méditerranée, je me focalise sur Marseille, qui est la porte d'entrée de l'Europe. Et je parle également du Moyen-Orient qui vont jouer un rôle plus prominent auprès de leurs frères africains. Nous avons lancé de nombreuses activités, notamment la première cinémathèque qui a été lancée l'année dernière. Et nous avons appliqué une stratégie, la stratégie des 3 M. Donc nous l'avons appliquée pour les startups. Alors les 3 M, c'est money, l'argent, donc les fonds. En deuxième lieu, le mentorat, donc l'incubation, la formation, le coaching, etc. Et le troisième M, c'est matchmaking. C'est l'entremettage
Donc essayer de faire du networking, de chercher des opportunités économiques parce que nous sommes présents sur le secteur de l'audiovisuel. Donc nous faisons le lien entre les startups et les startups qui veulent aider, soutenir l'industrie du cinéma. Mais la plus grande difficulté, c'est de faire en sorte que cette aide soit acceptée. Heureusement, nous avons de très bonnes relations. Nous avons de très bons trustees. Et cela nous permettra de créer tout un écosystème pour la cinémathèque. Je vous en dirai plus durant les prochaines questions. Nous devons essayer de permettre une meilleure collaboration entre le Moyen-Orient, l'Égypte, Marseille et le Méditerranéen. Nous avons travaillé avec tous les pays, mais nous avons besoin de redoubler d'efforts sur ce sujet. Merci beaucoup, Adli. Alors donc, je retiens que... On a parlé des synergies. Je me tourne vers vous, Alban, avec une question un petit peu plus poil à gratter finalement. Quels sont les freins aujourd'hui, diriez-vous, au développement des ICC à Marseille? Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai du mal à identifier des freins. Je vois plutôt des leviers, histoire d'être un peu, de positiver un peu. En tout cas, des endroits où on a des marges de progression, notamment sur la relation à nos partenaires du sud de la Méditerranée et d'Afrique subsaharienne. C'est premièrement d'arriver qu'on arrive à développer un peu mieux une culture de la coopération. Alors, tout le monde a envie de coopérer, mais pas tout le monde se donne les moyens de coopérer. Coopérer, ça veut dire mettre des moyens humains, des moyens financiers, mettre des espaces, mettre de la mobilité. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Et là, il y a un levier important pour nos secteurs à y travailler. Deuxièmement, je crois qu'on a un sujet d'infrastructure aussi à Marseille. On a là aussi, alors je ne sais pas si c'est un frein, en tout cas c'est un levier, il y a un potentiel, il y a des espaces, mais aujourd'hui on n'est pas assez en capacité d'agir facilement et de manière agile auprès de nos partenaires du Sud sur notre capacité à accueillir, à faire preuve d'hospitalité, à avoir des espaces d'atterrissage, de soft landing, comme on dit dans le milieu des affaires, où en fait on est en capacité d'accueillir physiquement dans des espaces des projets, des artistes, des porteurs, des créateurs, et donc d'être en mesure de proposer des infrastructures susceptibles de les accueillir. Et puis le troisième frein, ce qui n'est pas un frein, mais qui est évidemment éminemment un levier, et je sais que la ville de Marseille a commencé une réflexion, en tout cas va concrétiser une réflexion prochainement avec une réunion prévue mi-décembre, je crois, autour avec les associations des diasporas, c'est comment on mobilise mieux, ou en tout cas comment on travaille mieux avec les diasporas méditerranéennes et subsahariennes à Marseille, qui, comme chacun sait, est une capitale africaine et méditerranéenne. Comment on travaille mieux avec les associations, avec les porteurs de projets qui font un peu la passerelle entre cette ville, qui est une porte d'entrée, certes, et le continent. Il y a plusieurs initiatives qui existent au niveau de l'État. Je pense notamment aux propositions, aux projets de Proparco, de l'AFD, d'Expertise France, Choose Africa, Meet Africa. Enfin, il y a plusieurs dispositifs qui existent. Dans le domaine culturel, il y a quelque chose qui s'appelle Accès Culture, qui permet aussi, toujours via l'AFD, de développer les coopérations. Mais en tout cas, je crois que cet enjeu de mieux mobiliser les diasporas est fondamental. Et puis, juste un dernier mot sur la question des industries culturelles et créatives. Moi, je suis plutôt partisan d'utiliser le mot de secteur culturel et créatif plutôt que d'industrie. Non pas que je sois contre l'industrie, mais dans la définition que donne l'UNESCO des ICC, il y a quand même énormément de métiers, de filières qui sont aujourd'hui plus de l'ordre de l'artisanat et de la création que de l'ordre de l'industrie, puisque c'est une définition qui prend évidemment le cinéma, l'audiovisuel, le jeu vidéo, la musique enregistrée, enfin tout ce qui aujourd'hui sont les industries culturelles, mais qui prend aussi en compte tous les secteurs plus petits, qui sont des secteurs de niche, mais qui développent beaucoup d'emplois, beaucoup de coopération et beaucoup d'activités que sont les métiers du spectacle vivant, de l'art contemporain, de l'artisanat, etc., et qui font bel et bien partie des industries culturelles et créatives. Merci beaucoup, Alban. Vous avez parlé donc notamment de la question des diasporas. Je me tourne à présent vers Trace avec vous, Virginie.
Trace est un acteur leader donc sur le secteur de la culture et de la création entre l'Afrique et l'Europe. Comment finalement Marseille s'est imposé comme quartier général pour un groupe comme Trace et quels sont les programmes spécifiques que vous mettez en œuvre aujourd'hui sur le territoire? Alors, bonjour tout le monde déjà. Effectivement, alors Trace, nous sommes un groupe média international avec une portée très forte sur l'Afrique, puisque en fait notre contenu éditorial est afrocentrique, et donc forcément, groupe média international mais français, donc présent à Paris et Marseille. Et c'est tout naturellement en fait qu'on s'est porté vers Marseille, parce que, et d'ailleurs c'est le seul pays où on a deux zones de bureaux. Et pourquoi? Parce que, bon, déjà, géographiquement, effectivement, c'est une ville qui est très proche des rives de la Méditerranée et donc des territoires que nous adressons. Et puis, il y a cet ADN, en fait, à Marseille, avec effectivement ces diasporas, ces communautés. C'est une ville métisse, de métissage, de brassage, cosmopolite, du fait de son histoire d'immigration, et qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve une diaspora qui est en partie notre public, puisque 48% des diasporas sont très sensibles, ultramarines ou subsahariennes ou maghrébines, regardent assez régulièrement nos chaînes aujourd'hui, selon le dernier sondage Opinionway qu'on a pu avoir. Et donc effectivement, tout naturellement, par le côté éditorial que l'on porte et par l'audience et la cible que l'on porte, les diasporas sont un point clé important. Et à Marseille, il y a des communautés, une mixité sociale et c'est porté aussi, c'est pas seulement un fait, voilà, les communautés sont présentes, mais c'est aussi porté par les institutions, par les organisations, par les humains, en tout cas qu'on a pu rencontrer nous ici. Je fais partie d'ailleurs, par exemple, d'un club Africa Link qui a une dynamique très forte en fait vers la ville de Marseille aussi, qui nous a accompagnés sur notre présence ici à Marseille. Donc voilà, donc déjà c'est fait. Il y a aussi, on est un groupe média sur la culture afro, mais aussi urbaine, et vous n'êtes pas sans savoir c'est la deuxième ville en fait des cultures urbaines ici à Marseille, avec des très gros artistes qu'on exporte aussi à l'international. Donc voilà, ça donne un écosystème en fait très fort pour nous, qui est tout naturel. Et puis on a des partenaires qui ont cette dynamique déjà, comme je le disais, avec l'Afrique, qui tout naturellement nous ont porté à nous installer, à porter nos bagages ici. Donc je ne vais pas tous les citer, mais on travaille notamment avec l'AFD Campus qui est présent ici, on a Synergie, on a la Friche Belle de Mai, il y a beaucoup d'acteurs en fait qui sont portés par cette dynamique en fait entre l'Europe et l'Afrique, et c'est vraiment ce qui nous a permis de nous installer. Sur les activations qu'on a pu commencer ici à Marseille, nous sommes un groupe média sur la diversité, l'entertainment, et les musiques et le sport, mais aujourd'hui en fait on est devenu une entreprise à mission portée par d'autres activations qui sont autour de l'éducation, la formation, qui pour nous est vraiment clé. On utilise la culture d'ailleurs pour ça, pour développer ces choses. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, à travers ces activations qui sont donc des missions d'éducation, on a développé des programmes, notamment un programme qui s'appelle Trace Talent, qui est en présentiel, qui est le principe de mettre en relation en fait des coachs inspirants avec des jeunes, et un programme plutôt digital qui s'appelle Trace Academia, où là le principe c'est d'avoir une application mobile d'apprentissage gratuite à destination de la jeunesse africaine en partie, avec donc des programmes qu'on développe notamment avec l'AFD, mais jeunesse de façon globale et générale. Et donc voilà, donc c'est ces deux programmes qu'on développe beaucoup ici à Marseille notamment, donc des programmes qui sont sur la formation et sur l'éducation de cette jeunesse, qui pour nous est un point clé pour les cultures, mais aussi pour d'autres choses, pour un rayonnement. Merci beaucoup Virginie. Donc formation, éducation, on voit les différents leviers. Alban en a parlé tout à l'heure. On va se concentrer maintenant sur ces leviers pour passer à une partie voilà, plus pour se demander finalement quels sont ces leviers pour vraiment faire de Marseille cette capitale euro-méditerranéenne des ICC. Et on va commencer avec vous, Samy. Vous êtes donc le CEO de Cross the Ages. Vous allez nous en dire un peu plus. La saga Cross the Ages a vraiment conquis une audience extraordinaire en un temps record. Pour ça, vous avez un modèle totalement nouveau qui mixe tradition, modernité. Est-ce que finalement vous pensez que c'est ça la clé pour placer Marseille sur la capitale du secteur culturel et créatif sur la planète? C'est une bonne question.
Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Par quoi commencer? Donc, il y a 3 ans de ça, on s'est lancé dans une aventure qui s'appelle Cross the Ages, qui est la création d'une IP, une nouvelle propriété intellectuelle qui mélangerait la science-fiction et la fantasy. On a fait appel à 7 écrivains, Alain Damasio, Pablo Servigne, Arnaud Delaine, Norbert Merjanian, les meilleurs dans leur domaine, qui ont signé pour 10 ans pour écrire une saga en 7 tomes. Rapidement, on a tapé la barre du 1 million de téléchargements et au fur et à mesure, on a commencé à recruter du monde. Près de 110 artistes ont rejoint l'équipe. Vous avez une partie de l'équipe de Harry Potter, Game of Thrones, Star Wars, Marvel, DC Comics, League of Legends et d'autres qui viennent tous au fur et à mesure à Marseille. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à développer un jeu. Aujourd'hui, ce jeu, ça fait 16 semaines qu'il est premier sur l'App Store. À savoir que déjà avoir une boîte française, c'est dur. Une boîte marseillaise, encore plus. Mais réussir à rivaliser avec tous ces jeux, c'est assez incroyable. Et le secret de la réussite, pour nous, en fait, c'est cet ancrage, c'est cette IP, c'est cette propriété intellectuelle et c'est la manière dont on a développé le jeu. Le premier jeu, en tout cas, c'est un mélange de jeu d'échecs, jeu de go et jeu de stratégie. Un jeu qui permet en fait aux gens de réfléchir. Toute notre idée, c'était de pousser les gens à la réflexion et pousser les gens à aller chercher beaucoup plus loin, à faire des choix, et non pas avoir un jeu qui les rendrait plus bêtes. Toute la conception en fait de Cross, c'est de faire découvrir l'univers. Et si vous regardez bien dans les modèles qui existent, que ce soit Pokémon, Harry Potter, toutes les propriétés intellectuelles, elles ont réussi grâce à leur ancrage, grâce à leur image, grâce à cette histoire en fait qu'elles entraînent au fur et à mesure et où chaque personne en fait se retrouve dedans. En quelques mois, on a fait une levée avec 70 investisseurs. On a réussi à réunir les plus gros publishers de jeux vidéo comme Ubisoft, Square Enix, Amazon, Animoca, plusieurs en fait sociétés internationales. Et en fait, on a au fur et à mesure fait des déplacements de ville en ville pour faire découvrir cette IP et cette propriété intellectuelle un peu partout dans le monde. Voilà. Merci beaucoup Samy, on peut applaudir. Belle success story marseillaise. Je me tourne à nouveau vers Alban pour voir en termes de levier, on va parler secteur. Quels sont les champs, selon vous, à investir prioritairement pour développer le secteur culturel et créatif à Marseille? Alors j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme le disait Flore tout à l'heure, la logique de filière est extrêmement importante. Marseille a, je crois, une notoriété pour son bouillonnement, son foisonnement, sa pluridisciplinarité, sa créativité, etc. Mais effectivement, on a du mal à l'identifier comme la capitale de ceci ou la capitale de cela. Donc je crois que travailler sur Marseille comme destination, comme place de marché, c'est une façon de répondre un peu à cette question. Et j'en veux pour preuve la Renaissance. Alors c'est pas parce que ça se passe à la Friche que c'est bien, mais quand même. La Renaissance en mars dernier du Salon des musiques actuelles qui s'appelle Babel XP, qui a existé pendant 25 ans sous le nom de Babel Med et qui, depuis l'année dernière, est redevenu le seul salon en France qui s'intéresse aux musiques actuelles du monde et qui est donc une plaque tournante, un carrefour pour tous les professionnels de ces musiques. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui viennent de Méditerranée, du continent sud-américain, d'Afrique subsaharienne, d'Europe, etc., pour rencontrer leurs pairs à cette occasion. Donc travailler une logique de place de marché sur des filières qu'on aura identifiées préalablement, ça peut être le jeu vidéo, ça peut être le cinéma évidemment, mais en tout cas sur la filière musique, il y a Babel qui existe à la Friche, il y a Artorama aussi à la Friche, il y a Chronique qui existe bien au-delà de la Friche évidemment, puisque c'est un joint venture entre une association aixoise et une association marseillaise sur la question de la création d'environnement numérique et qui est, je crois, aujourd'hui en France une des principales manifestations sur la création numérique avec Nemo qui est à Paris. Donc voilà, peut-être si je dirais qu'il y a une filière peut-être à travailler, c'est celle de la création d'environnement numérique, des arts numériques et de tout ce qui entoure ça, avec cette notion de Marseille destination de marché culturel qui est très forte, puisqu'il y a quand même tous les atouts dans cette ville pour accueillir du tourisme d'affaires, fut-il culturel.
Merci beaucoup. On parle depuis tout à l'heure de Marseille comme capitale européenne, euro-méditerranéenne des industries culturelles et créatives. Flore, est-ce que on peut tenter de définir cette notion de capitale euro-méditerranéenne des ICC? Et puis finalement, c'est quoi les objectifs concrètement et c'est quoi les moyens de les atteindre? Oui, donc comme toute l'ambition de la ville de Marseille et de ses partenaires est de faire de la ville la capitale euro-méditerranéenne des industries culturelles et créatives à l'horizon 2030. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire capitale? Il n'y a pas de définition officielle. Une certitude, c'est que lorsqu'on évoque des villes ou des régions capitales, on évoque des villes et des régions qui concentrent et qui rayonnent, qui concentrent des acteurs économiques, tels que Cross the Ages et bien d'autres, qui concentrent des acteurs de la recherche et de la formation, c'est le cas de Marseille, mais aussi, et peut-être surtout, une scène culturelle, dynamique et rayonnante. C'est aussi une capitale, c'est un lieu, un territoire donné qui attire des entrepreneurs à la recherche d'un écosystème structuré, fédérant, en la capacité d'animer, de répondre à leurs besoins dans un temps court. Les objectifs poursuivis derrière cette ambition sont multiples. Il y a bien sûr le développement économique et peut-être surtout la création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. C'est la force des ICC. Il y a bien évidemment l'inclusion sociale et la réduction des fractures sociales. Il y a la stimulation de l'innovation en favorisant les interconnexions entre la recherche, la formation, les artistes. Et Alban parlait tout à l'heure de la pluridisciplinarité, c'est ce qui caractérise notre écosystème. On peut difficilement dire que la ville est la ville du cinéma ou la ville du jeu vidéo. Non, mais en revanche de favoriser l'interdisciplinarité, les synergies, les fertilisations croisées entre ces secteurs. Voilà un autre objectif. Merci beaucoup. Donc voilà, création d'emplois pour les jeunes, pour les femmes, pluridisciplinarité. On va parler plus investissement maintenant. Je me tourne vers Thomas. Ali Thomas, I will target your investor. Je vais vous demander de me parler en tant qu'investisseur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut pour attirer davantage d'investissements dans le secteur des CCI? Comment est-ce que nous pouvons attirer plus d'investisseurs à Marseille? À Marseille et en Europe? C'est une très bonne question. La difficulté principale dans le secteur des ICC est d'explorer et trouver les investissements. Cela dit, si on parle des startups dans les ICC, ça devient de plus en plus difficile, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Il faut répondre à cette question de deux façons différentes. Tout d'abord, la vision africaine et ensuite européenne. Pour le Moyen-Orient et l'Afrique, il faut que l'on collabore plus, il faut qu'on ait plus de synergie afin d'avoir plus de croyances, que les gens voient les ICC comme une piste plus crédible. Ensuite, il y a des possibilités d'investissement international. Mais quand vous approchez un investisseur et vous lui demandez de prendre le risque en investissant dans une startup ICC, ça peut prendre très longtemps avant qu'il donne son accord. Donc il faut que ce soit plus sexy, plus attirant. Il faut que les États soient plus soutenants. Quel que soit le type d'entreprise, il faut que les États donnent plus de soutien, plus d'aide. Donc, divers États, divers gouvernements, des agences internationales, des entités d'investissement, afin que cela soit plus attirant pour les investisseurs. Donc ça, je parle du Moyen-Orient. Ensuite, les ICC en Europe,
c'est plus facile. C'est vrai qu'il y a plus d'appétit, mais cela reste quand même compliqué. En dépit de cela, il y a plus d'opportunités en Europe. Il existe plus de programmes auxquels j'ai participé l'année dernière lors des lancements de programmes de grande envergure entre la France, le Moyen-Orient et l'Afrique. Donc cela avait des milliards d'euros d'investissement. Le focus est de se concentrer sur ces initiatives pour qu'elles voient le jour. Il y a de bonnes intentions de la part de tout le monde. Il y a des parties prenantes issues de diverses régions. Il faut qu'elles réunissent. Mais pour l'instant, nous ne voyons pas encore le fruit du travail. Il faut que l'on soit plus dédié et plus engagé pour qu'on s'aligne sur un seul projet pour que cela se réalise. Cela serait donc un tremplin pour les investissements et créerait plus d'opportunités. Merci beaucoup. Projet pilote qui fonctionne. Donc on a parlé du potentiel, on a parlé des leviers. On va atteindre maintenant la dernière partie de ce débat pour en venir vraiment à cette manière de renforcer ces synergies qui existent déjà. On en a entendu parler de la part de tous les acteurs entre Marseille, l'Europe, l'Afrique. Et pour ça, on va commencer avec Virginie. Le groupe Trace a fêté ses 20 ans cette année. Donc déjà, joyeux anniversaire. Merci. Et finalement, qu'est-ce qui a drivé le groupe Trace ces 20 dernières années? Quels ont été les leviers de votre développement? Et puis, question un peu boule de cristal, mais est-ce que vous pensez que finalement ce sera les mêmes leviers pour les 10 prochaines années? Alors, merci pour les joyeux anniversaires déjà, premièrement. Depuis le départ, en fait, Trace, on croit énormément à la diversité. Pour nous, c'est une richesse, c'est une force. Et on va dire que le projet Trace dans son ensemble a été conçu comme ça. On a, depuis le départ, été présent en Afrique, mais aussi ailleurs. On est présent dans 190 pays. Et on a travaillé immédiatement, en fait, ces ponts qu'on pouvait avoir. Alors, sur les cultures que nous portons, bien sûr, mais à travers aussi la jeunesse et à travers aussi d'autres activations. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est des activations beaucoup plus autour de l'entrepreneuriat, de la réussite de cette jeunesse, qui pour nous est l'avenir. Et je dois dire que, ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est vrai que ce qui nous a poussé aussi à nous installer aussi à Marseille, c'est vraiment, je pense qu'on a, que ce soit la métropole, la ville, le département, je pense qu'il y a des acteurs qui pensent véritablement en fait que la culture, la diversité en fait sont le fondement de l'avenir et a un impact très fort et un vecteur très fort sur le développement économique et social. Et ça, c'est ce que effectivement nous pensons chez Trace, et je pense que c'est ce que nous partageons aussi beaucoup ici, tous ensemble, et notamment avec la ville de Marseille. Et aujourd'hui, en fait, alors, on a essayé à notre niveau, évidemment, d'avoir cette démarche. Alors, ça se traduit par le projet Trace Academia d'application qu'on peut développer entre les deux rives. Ça se traduit par des projets d'activation tels que la valorisation des cultures, en fait, des cultures qui sont présentes des côtés des deux rives, les cultures méditerranéennes, avec, en tout cas, nous, on a le projet de lancer des chaînes autour de ces cultures et on espère qu'elles verront un jour. Et c'est aussi la raison pour laquelle on est présent aussi ici à Marseille. Et puis, donc, pour travailler les ponts, je suis assez d'accord, comme le disait Alban, il faut des coopérations et des coopérations concrètes. Et les coopérations concrètes, elles peuvent se mettre en place par nos activations, nous, personnellement. Mais il faut aussi, je pense, qu'on travaille la main dans la main, ensemble, pour que les projets se réalisent. Et c'est pour ça que je suis ravie, enfin, je pense qu'on ne l'a pas mentionné, mais en tout cas, pour notre part, on est partenaire de l'appel à manifestation d'intérêt avec la ville de Marseille pour le territoire et industrie culturelle et créative. Et je pense que c'est le point de départ de beaucoup de choses.
Et on est aligné avec la ville de Marseille sur beaucoup d'objectifs. Alors on peut retrouver, on retrouve le développement du numérique, bien évidemment, donc avec les data centers, nous c'est assez important en tant que chaîne de médias. On retrouve l'audiovisuel avec des studios qui se créent, et on retrouve la dynamique autour des jeunes et de l'emploi. Et les jeunes et l'emploi, la culture chez nous, c'est le fondement même, c'est une fin parce qu'effectivement on est une chaîne de télé, mais c'est aussi un outil de levier pour aller aider cette jeunesse à créer de l'emploi, à créer des entreprises, à créer du business, disons-le comme ça, parce qu'aujourd'hui, la culture, elle n'est pas uniquement pour se divertir, elle peut être le point de départ de beaucoup de choses. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit travailler. Elle peut être peut-être pas une solution, mais en tout cas, je vais donner un autre exemple. Aujourd'hui, quand on part quelque part, en fait, on a besoin de se référer à quelque chose. Et se référer à la culture, c'est très important. La question de l'identité, la question de se sentir intrigué, la question de l'inclusion, qui est le point de départ de beaucoup de choses. Et l'inclusion dans l'éducation, qui est fondamentale, l'inclusion dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment des points forts. Et aujourd'hui, la culture, elle peut servir aussi, comme on le fait à travers le programme Trace Talent, de confiance en soi. C'est généralement en fait les endroits où on se sent le plus à l'aise pour démarrer des projets. Mais après, ces projets-là, ils mènent à d'autres projets. Et donc voilà, et donc je pense que c'est autour de ça qu'on se rejoint beaucoup. Donc moi, je crois essentiellement aux coopérations, à travailler autour des ponts et donc de la diversité, bien évidemment. Et pour ça, on a besoin de fonds. Donc on a besoin, parce que pour pouvoir mettre en place les projets, il nous faut des fonds, bien évidemment. On a besoin d'humains qui portent les projets jusqu'au bout. Et ça, donc c'est grâce à nous tous, à notre propre échelle. Et voilà, on a besoin d'innovation aussi, effectivement. Donc, mais ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Merci Virginie. Donc voilà, faire écosystème, travailler avec des partenaires, on s'est beaucoup revenu. J'aimerais qu'on parle aussi d'un autre point qui est Success Stories avec vous Samy. Tout à l'heure, Adli disait que c'était très difficile pour une start-up ICC de lever des fonds. Vous l'avez fait. En quoi vous pensez qu'une réussite comme la vôtre peut finalement inspirer d'autres acteurs à travers l'écosystème et in fine renforcer ces synergies qu'il y a entre les deux rives? Tout d'abord, c'est vrai, nous on l'a fait, mais si vous prenez la cap table et que vous prenez nos 70 investisseurs, seulement 2 sont français, ce qui fait assez maigre. Donc on allait chercher notre argent ailleurs, à l'international. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment triste parce qu'on a un vrai problème dans l'amorçage. Aujourd'hui, vous avez plein de talents, vous avez énormément en fait, de jeunes talents qui ont la capacité de faire, mais qui ne savent pas comment faire, qui ne trouvent pas les moyens et qui ne sont pas soutenus. Je me rappelle que quand on avait présenté notre dossier à des VC français, ils nous avaient demandé s'ils pouvaient mettre entre 15 et 30 000 euros sur le projet. Là où quand on est parti donc, en Asie et qu'on est parti aux US, on nous demandait si on pouvait mettre entre 2 et 3 millions sur le projet. Ce qui avait complètement plus rien à voir. C'était complètement délirant. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un effet de mouton. Une fois que vous avez été backé, donc vous avez été financé par les États-Unis et par l'Asie, vous vous retrouvez avec des Français qui disent nous aussi, on est prêt à payer. Mais jamais au départ. Je voudrais rebondir aussi sur un point avant de continuer, parce que je suis complètement en phase avec Virginie et Alban sur toute cette partie donc, de collaboration, de synergie. Et pour vous donner un exemple, l'une des choses les plus importantes, nous, dans le jeu, c'est la partie e-sport. On organise le championnat du monde de Cross the Ages qui a lieu donc, le 9 et le 10 décembre à la Friche de la Belle de Mai. C'est un événement hors norme. On se parle de plus de 59 millions d'impressions en vue. On a jaugé, donc on a un cap maximum à 3000 personnes sur les 2 jours, donc 1500 par jour. Et ça va être un événement assez iconique parce qu'il va y avoir des influenceurs du monde entier, des talents du monde entier qui vont venir et qui vont venir donc représenter donc, leur pays, donc des Japonais, des Coréens. Digression, je referme la parenthèse. Pour finir donc sur cette partie de financement, c'est sûr qu'il faut s'accrocher. Vous avez en fait des périodes dans les levées de fonds qui sont en fait des périodes qu'on appelle bull ou des périodes bear. Depuis le début de 2022, c'est une période qui est bear. Donc pendant 2 ans, il y a eu énormément de baisse dans les investissements. Et c'est une période où il faut se serrer les dents. En tout cas, quand on est entrepreneur, c'est très compliqué. On est censé repartir dans un schéma haussier à partir de avril 2024.
Et en attendant, pour tous les entrepreneurs, il faut prendre du temps, il faut prendre son mal en patience. Mais c'est vrai que ce qui est vraiment à noter et ce qui est à souligner, c'est que les fonds internationaux sont beaucoup plus enclins à soutenir la jeunesse et les talents français, parce que la France est reconnue comme étant un pays avec beaucoup de talents, avec énormément d'innovation. Et c'est vrai que c'est malheureux d'avoir à attendre ici en France pour qu'on nous tienne la main ou qu'on nous regarde. Merci Samy, donc on peut l'applaudir pour cette conclusion. Le mot de la fin pour vous, Fleur, ça fait maintenant 45 minutes qu'on dresse un beau panorama des défis, des opportunités pour Marseille. Finalement, si on se projette, quels sont les nouveaux dispositifs qu'on pourrait imaginer pour demain? Alors, cette question, merci déjà pour cette question. Je me suis dit qu'il fallait qu'on tourne peut-être la question un peu différemment, car avant d'imaginer de nouveaux dispositifs, il me semble qu'il s'agit de valoriser l'existant. Et l'existant à Marseille, c'est un foisonnement d'initiatives très riches, que ce soit des initiatives notamment dans le domaine de l'audiovisuel, en lien avec le pourtour méditerranéen et l'Afrique. Je pense par exemple à Méditalent, des résidences, scénarios. C'est moult initiatives. Par exemple, à titre d'illustration, à l'échelle du 3e arrondissement, on compte déjà plus d'une quinzaine d'associations qui travaillent dans l'audiovisuel à l'insertion des jeunes. Juste le 3e arrondissement de Marseille. Comment on crée du lien? Comment on fédère? C'est des mots que je répète, mais j'en suis convaincue qu'on a là la clé de la création de valeur et d'emploi à Marseille. C'est comment ces initiatives individuelles, on les met en lien, on les fait passer à l'échelle. Et c'est justement là tout l'objet du pôle territorial des industries culturelles et créatives, qui va être dans une phase de préfiguration au cours de l'année, avec les différents partenaires présents et d'autres qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Ça va être de s'interroger sur les leviers pour favoriser le passage à l'échelle de ces initiatives, accroître leur visibilité, leur lisibilité et leur cohérence. Merci beaucoup, c'était le mot de la fin. Je vous laisse applaudir très fort nos panélistes. Vous pouvez applaudir Samy, vous pouvez applaudir Virginie, merci Adli, merci beaucoup Alban, merci Flore et on remercie la ville de Marseille pour cette belle plénière. La photo de famille.